Sophie Loiseau, nous sommes chez vous, à Versailles, où vous avez la grande gentillesse de m'accueillir. Depuis longtemps maintenant, on identifie bien en poésie les perspectives que vous avez choisi d'explorer et pour lesquelles vous êtes en quelque sorte pionnière. Je dirais qu'il y en a deux. L'éco-poétique, votre rapport à la nature sauvage, on y reviendra longuement, et le féminisme, je pense à votre intérêt pour le corps sexualisé, des femmes en particulier, mais aussi à votre réflexion sur ce que vous appelez la langue explicite en place de la langue inclusive, dans une trilogie autour du mythe de Diane. Ces deux perspectives étant souvent mêlées, l'on peut parler chez vous d'écoféminisme. Il suffirait de nous arrêter sur les titres de vos premiers ouvrages pour nous en convaincre. Le corps saisonnier, datant de 2001, La nue bête, 2 ans plus tard. Alors c'est très succinct comme présentation. Est-ce qu'elle vous paraît juste, néanmoins? Et qu'est-ce qu'il vous paraît important d'ajouter ou de préciser? Si j'avais fait des oublis importants. Je trouve que c'est vraiment, mais parfaitement juste, hein. Vraiment, écoféminisme, c'est effectivement ça. C'est l'alliance des deux, et d'ailleurs, c'est le même combat, hein, en fait. Quand on défend la nature, je veux dire, on défend les femmes, on défend les enfants, on défend les animaux. Pour moi, c'est exactement la même chose, la nature, voilà. Et c'est pour ça que la figure de Diane, qui est au centre vraiment de mon œuvre, elle porte tout ça. Vous pouvez nous en parler du coup de cette figure de Diane. Rappelez-nous qui est Diane et puis pourquoi ce choix qui a fait l'objet de 3 livres importants. Alors, juste, il y a eu Pan juste avant Diane, Oui. hein, mais Pan est là, et c'est pas un hasard évidemment si j'ai commencé par Pan, parce que je pense que c'est. Pour- Oui, c'est un. Pan, il représente dans un premier temps le désir au féminin, Mhm. et puis ensuite c'est l'affirmation mâle, phallique de la femme. Donc Pan semblerait être du côté effectivement du masculin, et il y a une sorte de glorification du phallus dans Environ du bouc. Mhm. Et en même temps, c'est aussi, encore une fois, une sorte de puissance aussi au féminin, ce pan, très fortement sexué. Quant à Artemis Diane, qui est venue juste après, euh, j'ai eu l'envie de quelque chose de moins, j'allais dire, de moins extériorisé. Pan et probablement les livres autour de Pan, ce que j'ai appelé la trilogie de Pan, mais qui peut s'appeler aussi la trilogie animale, après tout. Mhm. Et peut-être est-ce des textes plus offensifs, voilà, qui, comme ça rentrent un peu, ils sont un peu dans la provocation. Tandis que Diane est plus intérieure, c'est plus intime. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence entre la petite Diane et la grande Diane. Donc c'est Artémis Diane, évidemment, la grande déesse, la déesse de la chasse. Mais ça, Mhm. on y reviendra sur cette histoire de chasse. C'est surtout la jumelle d'Apollon, mais c'est surtout une femme libre, hein, qui entend donc prendre des bains dans la forêt sans se faire épier. Voilà. Donc avant d'exprimer cette aspiration à des libertés, à la liberté, il y a eu aussi, si j'ai bien compris, à l'origine une colère, une révolte. Ah bah oui, mais Il y avait ça. quelque chose de... Hmm. Oui, oui, tout à fait. Bah, Diane est née de ça, en fait. Je pense il y a une histoire de réparation derrière, qui est que je me suis emparée de Diane pour en faire la porte-parole, finalement, Hmm. de la libération des femmes et de la femme en particulier. Et sans entrer dans les détails, mais je pense que je suis un peu la chevalière de ma mère. Voilà. Hmm. Voilà, ma mère, Donc, dans les années, c'est vrai, bon, c'est pas la même histoire, mais je pense que même si mon père s'est bonifié et a compris plein de choses, je crois que ma mère a été étouffée. Et donc j'ai bien perçu ça, et évidemment, je crois vraiment que cette histoire-là ne doit pas se répéter, ne se répétera pas, en tout cas pas dans ma famille. ça s'inscrit donc quand même dans un, dans un vécu, la référence à ces mythes très anciens, dans un vécu et dans une expérience biographique, familiale, que vous nommez Oui, pas oui. nécessairement, Oui, qui oui, n'est tout à pas fait. nécessairement visible, Tout à mais fait.
que là vous exprimez spontanément Oui, comme oui, étant là à c'est vrai que en l'origine fait de ça. j'en parle jamais, donc c'est une Mm. première, mais parce que je pense que ouais, on n'écrit pas sans raison, entre guillemets, hein. Vous pensez qu'on puisse, enfin, que les poètes puisent de toute façon toujours dans leur expérience et dans leur vie, dans les traumatismes aussi, les douleurs de leur existence? Je pense que les poètes, certainement, oui, certainement. Je pense qu'on est dans une écriture à vif, hein, une écriture de l'intime et extrêmement profonde et archaïque même. Mm. Et donc, je crois que oui, je crois qu'on remonte ça Mm. à la surface. Et Et lorsque que l'on mm, enfin, réinvente ou retravaille sur un mythe très ancien comme ceux que vous venez d'évoquer, est-ce que c'est une manière de le cacher ou c'est parce qu'on a besoin de ces figures mythiques, mythologiques pour bien traiter les sujets qu'on voudrait traiter? je On ne se sais. cache un peu derrière ces personnages ou Ah au non, moi contraire, j'ai pas l'impression de m'être cachée, mais c'était peut-être tout simplement plus parlant aussi. Je veux dire, plus Hmm, c'est- ça allait toucher plus enfin, c'était mon histoire, mais transcendée, je veux dire, et hmm, donc qui pouvait atteindre euh, plusieurs, enfin, les autres, quoi. Est-ce que parce qu'on n'écrit pas pour soi-même complètement, on n'est pas autiste, et donc forcément les autres sont toujours, on est toujours dans l'envie de pouvoir partager hmm. son C'est la écriture et fonction ses du mythe expériences. aussi Bien sûr, de s'adresser à tous. en plus, tout à fait. Mais hum, hum, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Euh, Diane, oui, oui, c'était une réponse en fait. C'était une réponse aussi. Alors là, c'était pas du tout quelque chose comment dirais-je, au niveau du vécu, mais c'était une réponse à Klosowski sur son livre Le bain de Diane. Hmm, Et c'était vraiment tellement tout le temps traité au masculin, tout le monde dans ce fantasme du corps féminin. Et j'en ai vraiment eu assez. Donc oui, la colère dont vous parlez, je pense qu'elle s'est matérialisée là. Et je dis, mais il y en a marre, moi je vais décrire moi ce qu'est le bain de Diane. C'est mon bain aussi. hmm. Je suis une femme. Et si j'ai envie de me baigner dans la forêt et je veux le faire, eh bien je n'ai pas du tout envie que quelqu'un vienne me mater derrière un arbre. Et comme ça arrive extrêmement souvent, une expérience de femmes en forêt, tout seul dans la forêt, sont quand même des expériences où on est embêté quand même quand on est une femme par des hommes qui sont errants et qui viennent comme ça s'imaginer, je ne sais pas, mais qu'on les contente d'être matés. Ben non, enfin non, c'est très compliqué cette histoire. Hmm. Ça Donc c'est au centre de mon les travail, ça. colères sont multiples, elles Oui, sont elles sont liées. multiples, elles sont multiples. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette Diane, c'est que donc, il y a la grande Diane Artémis, qui est donc championne de la nature, qui est, à Hmm. mon avis, la première, la toute première activiste écoféministe, hein, qui chasse donc le macho, le mateur, le violeur, le dévot insupportable, enfin bon. Et l'éco-terrorisme sous toutes ses formes, hein, donc elle chasse les viandards, les pollueurs, les extracteurs, les foreurs, les colonisateurs, les pilleurs, et elle les tue. Voilà, elle est Hmm. sans concession, elle les tue. Mais elle ne chasse pas les animaux, qui sont la prunelle de ses yeux. Ça, c'est très très important. Voilà. Donc, C'est là aussi un lien qu'on fait, qui n'est peut-être pas si évident pour les gens qui hmm, écouteraient cet entretien ou qui ont déjà entendu parler d'écoféminisme, ce rapprochement entre ces deux perspectives. C'est que là, on le voit dans ce que vous dites, hmm. finalement, ce personnage chasse ces hommes qui ont les pires défauts, qui commettent même les pires crimes, et au contraire préserve la vie animale. Complètement. C'est une Diane. D'ailleurs, la Diane, telle qu'elle est représentée dans la peinture, dans l'art en général, elle a l'arc, mais elle a aussi le cerf et les chiens. Donc c'est un peu paradoxal. Je me demande si on l'a pas faite chasseresse. Je veux dire, par facilité, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas encore un fantasme masculin, ça? Je la vois pas chasser. Elle n'est pas chasseuse de bêtes, en tout cas. D'où l'intérêt, enfin, si c'est un fantasme masculin, que vous puissiez vous emparer de ce mythe Exactement. pour le réécrire. Exactement. Et puis, je pense que oui, pour moi, elle est la patronne des animaux, voilà. Mais de même que Pan aussi, hein. Pan aussi est un protecteur des animaux.
Et c'est très drôle parce que cette Diane, donc cette grande Artémis, et puis à côté il y a la petite Diane, c'est pour ça que j'ai mis un petit D à Diane, qui est Diane, qui est, j'allais dire, qui est vous et moi, enfin je veux dire, qui n'est pas, on n'est pas des dieux et des déesses, c'est le quotidien de cette femme, donc petite Diane, et voilà, et il se trouve qu'elle est enceinte, donc elle décrit ce que c'est que le bain de Diane enceinte. Alors en plus, Diane, elle est censément être vierge dans la mythologie, donc on en a fait une Diane chasseresse et vierge. Bon, ben, moi je dis, bon, et si on en faisait simplement quelqu'un qui aime les animaux, qui protège la forêt, qui veut être libre et qui est enceinte, voilà, et je me suis amusée avec ça. Alors, vous savez que Sophie Loiseau, qu'on ne cesse à travers... vous redéfinissez les mythes, etc., mais on ne cesse aussi de redéfinir la poésie de manière plus large. Elle évolue en permanence, hein, dans ses aspirations, dans ses pratiques, et dans sa réception aussi. Depuis 2001 et la parution de votre premier livre, quelles sont les grandes étapes qui jalonnent, selon vous, ces 2 premières décennies du XXIe siècle en matière de poésie? Est-ce que vous arrivez à en identifier? Vous avez ce recul, et est-ce qu'il y a aussi des évolutions qui vous ont surprise, qui vous surprennent, qui vous agacent? Et au contraire, est-ce qu'il y a des évolutions que vous trouvez encourageantes? Question très vaste, mais... Non, mais ce qui est compliqué, c'est que c'est... Je vais revenir à moi, mais c'est ma place, justement, dans ce paysage-là. C'est pour ça que vous coïncidez enfin, vous êtes vraiment une autrice du début du XXIe siècle, puisque vos premiers textes paraissent en 2001. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est aussi la raison. 25 ans après, voilà. Ces 25 premières années du XXIe siècle en poésie, elles ont été comment? Alors oui, je pense que Alors d'abord, moi je me suis toujours tenue en marge un peu de tout ça, hein. Donc c'est quoi tout ça? La tout poésie ça, de ce que, parce que bon, il y a des chapelles en poésie, il y en a qui disent, bah voilà, il y a telle, voilà, je sais pas moi, une poésie je sais pas moi, plus qui serait plus narrative, ou une autre qui serait plus dans l'abstraction, ou une autre qui serait plus, je ne sais pas, en fait, ça m'intéresse pas ces chapelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui écrivent et qui sont dans une vraie sincérité, dans une vraie vérité, je veux dire, de la langue et du rapport au monde, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Donc moi, les chapelles, je m'en moque. Je suis pas forcément celle la mieux placée pour dire, pour faire un compte rendu comme ça sur la poésie contemporaine depuis 25 ans. Ce que je vois, c'est que... c'est votre perception à ma vous, perception, c'est que... qui m'intéresse. Là. Oui. C'est vrai qu'il y a eu un peu un âge d'or pour moi dans les 10 premières années. J'arrivais avec des choses quand même très novatrices parce qu'en plus c'était tout, je veux dire, c'était non seulement la défense du sauvage, non seulement comment dirais-je, enfin, c'était écoféministe avant l'heure, enfin, j'arrivais quand même avec tout ce bagage et surtout j'avais peur de rien, j'avais pas froid aux yeux, j'avais envie de dire des choses et c'était violent et c'était cru. D'ailleurs j'ai été punie, entre guillemets, enfin punie pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont battu froid après, c'est pour ça que cette anthologie Poème Panique qui vient de sortir, j'ai voulu l'orienter vraiment sur cette liberté du corps, parce que j'ai eu à souffrir de ça. Or, aujourd'hui, donc là je fais le rapport, aujourd'hui, alors, elle s'appelle poétesse, moi je m'appelle poète, mais oui, c'est un mot qui vous plaît pas trop, poétesse. Non, mais bon, je veux bien entendre, on va dire que c'est, bon, voilà, c'est les poétesses d'aujourd'hui, bon, elles s'appellent comme ça, pourquoi pas. Bon, moi, je suis un peu... Bon, c'est comme ça, je l'accepte, c'est comme ça. Et du coup, bah, les poétesses, donc c'est pour dire que c'est aujourd'hui, on va dire maintenant, ont plus de latitude par rapport à ça, ont pu s'exprimer plus largement sur le plan sexuel, sans que ce soit un tollé, enfin, je veux dire, peut-être pour certaines ça a été plus difficile, mais je crois qu'il n'y a plus autant d'anathème sur ça quand on est une femme aujourd'hui, donc c'est facilité quand même cette expression. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là c'est une bonne nouvelle, oui, tout à fait. Mais après, leur combat vient un peu, selon vous, un peu en décalé, un peu après... on va dire que oui, le combat de toute façon il vient il a commencé 70, il y a longtemps. oui. Voilà, et peut-être même avant encore, mais je dirais dans la poésie, on va dire plutôt la dernière partie du XXe siècle, et puis voilà, mais en poésie c'est quand même, enfin, je trouve qu'il faudrait peut-être rendre hommage aussi à ceux qui, voilà, enfin,
je suis désolée, mais j'ai quand même essuyé des plâtres, quoi. Je veux dire, pas mal, quoi. Mm. Bien sûr qu'il y en a eu d'autres avant moi, mais j'ai pris tous les risques, vraiment, mais absolument tous les risques. Et voilà, moi, je suis toujours, enfin, je suis contente quand on peut dire, bah tiens, bah Sophie Loiseau, voilà, elle a fait des choses quand même avant, et ouais, c'était assez chier quand même, et finalement, bah, on lui doit peut-être quelque chose. Et Alors ce qu'il y a, c'est que la poésie étant tellement diverse et comme les autres formes d'art, enfin je veux dire, on produit tellement de poésie d'année en année, on finit un peu peut-être par alors oui, il y a oublier ça. une espèce d'amnésie de ce qui a été fait avant. On a un peu l'impression, chaque Ouais, génération mm, a l'impression de réinventer un peu la oui, c'est vrai, poésie et de refaire le monde. c'est vrai, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu. Sauf que bah, je suis pas morte du tout, je suis encore jeune, et alors le problème c'est que j'ai dû reprendre comment dire, le taureau par les cornes, parce que sans internet il se passe rien. C'est-à-dire que Hmm. j'ai eu l'impression d'être morte pendant un certain temps, et donc j'ai dû revenir, et je reviens de loin, et je vois bien que je reviens de loin, C'est-à-dire mais que vous qu'il y a. n'utilisiez pas Internet, c'est ça? Bah, j'ai eu un moment donné, Vous j'étais n'étiez un pas tout petit trop dans. peu, et j'ai arrêté parce que sur le plan narcissique, c'est extrêmement compliqué, je trouve. On est tous dans une C'est surenchère, dommageable un peu. on Ouais. veut tous être au devant, on veut tous être distingués, et Hmm. ça devient mortifère presque. Enfin, moi, je l'ai Hmm. vécu très mal. Hmm. Et donc j'ai arrêté, puis c'est chronophage, hein. Donc j'ai arrêté tout pendant plusieurs années. Il y a eu la mort de mes parents qui m'a complètement démolie. Donc c'était très compliqué, mais j'ai pas cessé d'écrire, hein, évidemment, hein. Ça, l'écriture, ça a toujours été. Et puis je m'y suis remise seulement depuis janvier. Hmm. Et là, c'est comme si je revenais d'un long voyage, ou même carrément dans un autre siècle. Ça- J'ai pris tout dans la gueule, en fait. Que les nanas, elles étaient sans cesse en train de faire des choses, de sortir un machin, que chacun likait truc machin. J'ai halluciné, en fait. Et C'est-à-dire le rythme un peu le effréné rythme, de. et puis alors, tout est poésie, quoi. Tout est Hmm. poésie. N'importe quelle merde, pardon, devient tout d'un coup poésie, quoi. C'est-à-dire qu'on se relit pas, on balance et tout. Hmm. Alors, moi, j'ai fait des belles rencontres de jeunes poètes, vraiment, de jeunes poétesses, vraiment, alors là, super et tout. Mais il y en a aussi, c'est quand même du foutage de gueule, quoi. Vraiment aussi, quoi. C'est comme en peinture contemporaine, quoi. Il y a un moment Hmm. donné, ça se travaille un peu, quoi. Hmm. Et on peut pas aussi se dire, tiens, j'ai écrit ça, c'est génial, et rien d'autre a été fait avant. On peut pas dire, tiens, j'ai écrit, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais sur, bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais sur le mythe de Diane, sans penser qui a écrit un peu avant, ou Hmm. essayer de voir, quoi. Moi, je suis la première à écrire sur Diane, en poète, en tant que femme, hein. Je veux dire, à reprendre tout, et à se dire, j'en ai marre du fantasme masculin sur Diane, je veux être cette Diane et l'habiter, quoi. Hmm. Donc je suis un peu en colère, mais la colère fait partie de ma vie, hein, Hmm. et la colère me tient debout. Hmm. Voilà. Mais Mais je j'ai crois que appris je à le me. savais un peu Ouais, et que ça justifiait ma question qui aurait pu paraître très générale et au fond un peu facile de dire ouais, tiens, comment évoluer la poésie. ouais, Mais j'avais l'intuition que, en fait, vous aviez cette colère aussi vis-à-vis de l'évolution de la poésie. ouais, un peu. Et Enfin, que c'est et un vis-à-vis peu. de l'évolution de la société, vis-à-vis de la Ah place des ouais, femmes, et ouais, je suis vis-à-vis de la. très en colère En en fait, fait. on a Je suis plein de très raisons en d'être colère. Oui, légitime d'être en colère dans oui, le oui, monde dans oui. lequel on vit. Mais là où c'est positif, je pense, c'est que la poésie, il me semble, a quand même acquis un rayonnement qu'elle n'avait pas, ou très très peu. D'abord parce qu'il n'y avait pas Internet, en fait, Hmm. vraiment, hein, dans les premières années, c'était compliqué. Donc il y a un rayonnement qui est plutôt favorable à la Hmm. poésie, et les gens, je pense, ont soif de poésie. Maintenant, j'aimerais bien que les librairies, alors il y en a qui vraiment font des efforts incroyables et extrêmement courageux. Il faudrait que la poésie s'ouvre, et pas seulement pour faire de la vente facile, de best-seller ou de je sais pas quoi, parce que c'est. Voilà. Mais je pense que les gens ont soif de poésie. Hmm. Ça, j'en suis sûre. D'une littérature qui soit brève et dense à la fois. Alors, justement, on y est. Et là, j'arrive à un moment important parce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion de parler lors des entretiens des Haleurs de cette dimension du livre qu'est l'anthologie. Ah oui. C'est la première fois, c'est le 9e entretien, et c'est la première fois qu'on en parle. Alors, certains de vos textes figurent dans plusieurs anthologies, hein, mais ces jours-ci, vous l'avez suggéré tout à l'heure, paraît la vôtre, Mm. aux éditions Lanskin, intitulée Poème panique. C'est une anthologie entre 1999 et 2020. Alors j'aimerais vous demander comment elle s'est construite, cette anthologie, parce que c'est quand même cela la première question qu'on peut poser. Quand on a écrit autant que vous, comment on fait pour choisir, pour faire le choix des textes que vous y avez inscrits? Et puis, pourquoi maintenant? Pourquoi faire une anthologie maintenant? Vous êtes encore jeune, vous avez dit tout à l'heure, j'ai encore plein de choses à faire, donc pourquoi maintenant? Et comment vous vivez cette étape justement de votre parcours
de poètes et d'écrivaines, parce qu'une anthologie, c'est aussi une étape, Mm. peut-être. Oui. Alors, moi, j'ai juste un petit regret pour cette anthologie. J'aurais dû Oui. inclure un livre qui n'y est pas, qui s'appelle Les Épines Rouges, que j'ai publié Ah en oui, pourtant c'est un livre 2022. important. Oui, c'est un livre important. C'est dommage, mais en fait, je voulais. Ce qui a été important, c'était de réunir des livres qui avaient été écrits à Arnouville, cette maison d'enfance de mon grand-père et puis de mon père. Voilà, j'ai commencé à écrire en 1998-99, la fin des tout premiers poèmes du Corps saisonnier en 99. Là, et je n'ai pas cessé cette maison, j'y allais plusieurs fois par semaine Mm. et j'y allais pour écrire exclusivement toute seule. Voilà, et donc c'était j'allais dire l'écriture heureuse de, dans cette maison. Et j'ai dû vendre cette maison malheureusement en 2022, je l'ai perdue en 2022. Et les épines rouges sont nées à ce moment-là de cette période très très douloureuse de la perte et de mes parents et de la maison, parce que tout s'est fait comme ça, évidemment, en général, c'est voilà. Et du coup, j'ai pas mis, je regrette aujourd'hui vraiment, hein. Je l'ai mis à l'écart. C'était plus la joie d'écrire dans cette maison n'était plus là. On était dans une anxiété très très grande, très forte. Et je ne voulais pas contaminer, si je puis dire, ces livres d'Arnouville. Mm. Mais je le regrette parce que c'était le cycle que j'ai fait d'Arnouville se clôt après les épines rouges évidemment, puisqu'après je commence autre chose avec les nouvelles Les Moines de la Pluie et l'île du renard polaire. On va en parler, hein, bien sûr, l'île du renard polaire, mais qui est votre dernier recueil. On va parler de To Kirsika, bien sûr, mais est-ce qu'au fond, ça n'a pas permis quand même de faciliter le choix des poèmes? Ça peut-être... Il y a eu d'autres raisons à ce choix. Oui. Je voulais un livre qui soit sous le signe de Pan, de la mythologie de Diane et de Thoth, hein, qui est le dieu magicien de l'écriture chez les Égyptiens. Autant Diane que Pan. D'ailleurs, la couverture, c'est un petit Pan féminin, et voilà, entre Diane et Pan. Il est dianesque, j'aime beaucoup ce mot par rapport à faune, très joli, hein, faunesque, dianesque, mais panique parce que vraiment il y avait l'idée d'une certaine quelque chose qui était inquiétant et qui faisait peur et en même temps qui était de l'ordre de la nature comme ça qui prend l'être humain et le comment dirais-je, le rend à sa vraie taille d'être humain, c'est-à-dire le submerge, le domine et j'allais dire le fustige aussi. Donc il y avait cette histoire de panique, ça j'aimais beaucoup ce terme. Donc, pourtant c'est un terme qui n'est pas très, dans nos sociétés, il m'a sauté aux yeux parce qu'il n'est pas très positif. On essaie de tout faire pour ne pas céder à la panique. Et parce qu'on a perdu Pan dans Panique, oui. C'est pour ça. C'est ça, oui. On dit la panique, on a peur et tout. Mais c'est panique, ça vient de Pan. Ça vient vraiment de le grand dieu Pan, hein, oui. de Maken. Voilà, donc c'est aussi une manière de donner une autre signification, peut-être de réhabiliter un peu ce mot qui est un peu... Complètement. Et je me rappelle, le premier qui a prononcé ce mot par rapport à Environ du Bouc, le premier, c'est Jean-Baptiste Parra. D'ailleurs, je le salue parce qu'il a été important, il est important dans tout mon parcours de poète. Et c'est le premier qui a employé ce mot panique. Et je me suis souvenu de lui aussi quand j'ai voulu intituler cette anthologie Panique. Alors, très beau titre. Ouais. Alors l'anthologie, c'est... Moi j'aurais bien aimé qu'on m'en propose une avant en fait. Donc je l'ai voulu, je l'ai construite avec Catherine Tournet, que je remercie infiniment. Mais moi j'aurais voulu en faire une avant, parce que je pense que c'est important des anthologies, c'est des étapes en fait. Donc je suis contente qu'elle soit là. Mais c'est aussi que c'est une... Enfin, je me trompe si je dis que c'est quand même aussi une consécration, une anthologie d'un auteur. Oui, on reconnaît quand même la place d'une poète, de tout son travail qui aboutit à une anthologie. On ne fait pas une anthologie comme ça. Oui, c'est vrai. Comme quand on écrit, enfin je sais pas, c'est quand même un passage important. Ça, vous le ressentez, cette dimension-là, un peu d'une forme de... Quand même, ça consacre tout un travail. Oui, c'est vrai. Oui, très, très justement. Mais parce que je connais d'autres poètes qui ont fait des anthologies plusieurs fois dans leur vie. En fait, c'est d'une façon de rassembler des moments. C'était plutôt, par exemple, je pensais à Christophe Lamiot, ou je pensais à d'autres qui Oui, mais parfois on parle de cycle. Là, oui, on parle voilà, vraiment
une anthologie, c'est-à-dire Oui, qu'on c'est fait vrai, un l'anthologie, choix, c'est vrai. et C'est je vrai. pense que l'anthologie, c'est aussi dire, voilà, on rassemble, moi j'aimais bien le terme de florilège, on rassemble ce qu'il y a de meilleur, ça veut dire que quand même, Oui, il y a beaucoup de belles choses, quoi. oui. On Alors, c'est pas un reconnaît pas. florilège, justement, parce que Ah j'ai pas oui, alors, rassemblé. C'est pas selon ce critère du meilleur, c'est du critère de ce qui est vraiment le plus, on va dire, quelque chose de plus, le plus expressif, hein, dont la puissance, voilà, de ma poésie. C'est pas forcément. Parce qu'il y a aussi la puissance qui est plus intérieure, mais là j'ai voulu être plus dans quelque chose qui vient frapper les esprits et qui vient aussi, pardon, hein, mais je suis vraiment un animal hein, très territorial, donc quelque chose qui vient un peu arroser de sa piste, vous voyez, un petit espèce de précaré comme ça. Donc je viens dire que je suis la louve, que je suis hmm, revenue et je suis la grande femelle sauvage. et vous, Mais je ris aussi de on ré- ça. Hein. Faut oui, pas oui, oui, croire que je me oui, prends tout le temps au oui, sérieux. ben, Je ris moi aussi, je le vois, votre je sourire un reçis, peu. mais je suis très territoriale et il faut pas qu'on m'emmerde. Voilà. Hmm. Mais ça réactualise aussi C'est ça. des C'est textes pour ça aussi cette anthologie. qui C'est restent importants. réactualiser des choses pour dire ah attention, il y Hmm. a des choses qui se sont passées aussi quoi. Voilà. Alors, ça me fait penser, est-ce qu'il y a des livres parmi les nombreux que vous avez écrits que vous mettez un peu de côté, que vous n'aimez pas beaucoup aujourd'hui, ou non, dans l'ensemble, vous les trouvez quand même, vous ne les regrettez pas, enfin vous en regrettez aucun. Je sais qu'il y a des auteurs qui Ah parfois non ouais. disent, oula, ce livre-là, j'aimerais qu'on ne m'en parle plus jamais. Eh ben je vais vous dire, je me sens très présomptueuse, mais non, chacun a vraiment quelque chose à dire à sa place, et très différent d'ailleurs de l'avant. Je pense que c'est des renouvellements à chaque fois de quelque chose qui se déplace. Évidemment, le cœur, c'est toujours cette inquiétude de fond, je veux dire, d'être un être humain dans la nature, d'être une femme même dans la nature, d'être un animal même dans la nature. Ça, c'est au cœur de tout ça. Vous les relisez, vos livres, parfois? Non, Enfin, non, non, pas ça me fait tellement. peur. Ça m'inquiète. J'ai peur que ce soit. Mais là, Non, pour par ouais. contre, quand j'envoie des livres aux personnes, quand il y a une anthologie, quand il y a des trucs, je les relis et, et quand même, ouais, ça me contente quand même parce que pour moi, ça justifie le fait d'écrire, d'avoir écrit tout ça, ça Hmm, justifie mon existence en hmm, vérité. Hein. Évidemment, en dehors de ma fille, et voilà. Mais je vous assure que ça justifie le hmm, pourquoi je suis là. Parce hmm, que c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi on est là. Mais alors, pour moi, ça le justifie. J'ai eu des choses à dire, j'ai des choses à dire, j'ai réussi à les dire, j'ai hmm. réussi. Il y a des tas de gens qui ont plein de choses à dire qui n'arrivent pas à le dire. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de destin. Voilà, j'ai l'impression, je l'ai dit ça pour un entretien avec Jean-Pascal Dubos, que j'aime beaucoup. Jean-Pascal, Ah j'aime oui? beaucoup. Et il avait fait pourquoi écrire de la poésie, je ne sais pas. Et je lui ai dit, mais ça, je pense que j'ai l'impression d'avoir réalisé mon destin. Hmm, Voilà. hmm. Alors, oui, je suis fière. Voilà, je suis fière de ce que j'ai réussi. Mais il y a des livres plus discrets, il y a des livres, mais tous, je crois que tous, je les porte et je les voilà. Bon, et puis, il y a des textes qui n'apparaissent pas, comme vous le disiez, dans votre anthologie, Oui. et pour cause. Ce sont ceux, par exemple, de votre dernier recueil, L'île du renard polaire de Tokir-Sika, qui est paru chez Champvallon, Mm. sur lequel j'aimerais qu'on revienne maintenant. Bien sûr. Et bon, le titre est à première vue assez énigmatique. Moi, j'ai trouvé formidable ce titre, mais il laisse pas indifférent parce que c'est un titre un peu long, un peu. Et en particulier parce qu'il y a ce personnage, donc ce personnage éponyme, Tokir-Sika. Quel Mm. est-il ou quel est-elle ce personnage? Vous pouvez nous le présenter? Alors, tout d'abord, quand j'ai présenté le livre à Patrick Beaune hein, de Champvallon, Oui. je lui ai dit voilà, je voudrais écrire sous pseudo. Voilà, c'est l'île du renard polaire de Tokir-Sika. Voilà. Alors bon, il m'a répondu non mais ça me gêne vraiment ce pseudonyme là. Enfin non, c'est votre livre, hein, c'est pas possible quoi. C'est tellement votre livre, c'est tellement vous en fait malgré tout. Je me suis dit bon, ok, alors je vais dire Sophie Loiseau, mais l'île du renard polaire de Tokir-Sika quand Donc, pour même, bien comprendre, quand même. Tokir-Sika devait remplacer votre nom d'auteur. Complètement. Et donc j'en ai fait effectivement un alter ego, un double, une double, et qui était une poète donc, que j'ai voulu absolument finlandaise, de Tove Jansson, cette grande, très grande illustratrice, poète, écrivaine finlandaise, mais de langue
de langue suédoise, qui a notamment créé les Moumines, Mm. que j'aime depuis l'enfance. Mm. Et je me suis dit, elle va s'appeler To au lieu de Tove. Donc je raconte toute une histoire et je crée ce personnage de To Kirsika, qui est donc une poète donc finlandaise de langue finnoise, qui c'est une sorte de clocharde céleste, hein, qui a vécu, puisque j'ai retrouvé un manuscrit dans une malle à Helsinki, et j'ai son manuscrit entre les mains, qui est un tapuscrit, avec comme un carnet, avec des dessins, avec toutes sortes de notes. Et je m'en empare et je décide de le traduire parce que j'ai bien sûr été étudier toute cette langue à l'université. Enfin bon, tout ça paraît tout à fait vraisemblable. Et il y Mais a un je dois dire que dossier. c'est très troublant, Oui, mais il y a beaucoup de gens qui. parce que c'est très atypique comme construction. Moi, ça m'a fait penser aussi un peu au jeu de rôle, c'est-à-dire vous créez un contexte, toute une histoire C'est autour. ça. Et si on n'était pas informé finalement qu'il s'agit d'un personnage de fiction, par méconnaissance un peu de la culture aussi, Mais oui, on se dirait, tiens, bah, c'est une autrice qu'on ne connaît pas, elle s'est faite enquêtrice d'une c'est ça. biographe et... Mais vous n'êtes pas la seule, hein. Il y en a eu plein qui sont tombés dans le panneau, hein, Mm. qui ont été un peu. Et donc ils l'ont lu comme une traduction et qu'on ont été très contents. Je veux dire, c'était. Et c'est ce que je voulais. Je voulais créer une étrangeté. Je voulais créer surtout une distance avec moi. Parce que j'arrivais, après les Évines Rouges, j'en avais marre. J'étais vraiment dans une grosse crise en fait, existentielle. Et je voulais écrire autre chose. Je voulais me démarquer de moi-même. Et je voulais. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'est née l'idée. C'était aussi une sorte de protection. Et elle m'a accompagnée, cette femme qui était plus Mm. dépressive que moi, qui était plus agressive que moi, quoique c'est pas agressive de moi, c'est peut-être pas possible, très agressive, très en colère aussi, mais surtout très désespérée. Mm. Je voulais qu'on reconnaisse ça, très désespérée surtout, euh, et qui pouvait écrire donc sur le monde, sur l'envahissement de l'autre voilà, à l'intérieur de soi, comment percevoir, recevoir le monde extérieur quand on est dans une extrême fragilité comme ça psychique, Mm. comment faire. Et surtout quand on veut se cacher des autres, mais qu'on est quand même récupéré, que les autres viennent, empiètent sur votre territoire, là encore une histoire de territoire. Mais, et la nature, évidemment, omniprésente. C'est pour ça que moi, j'entends ce que vous dites sur l'idée, je voulais faire quelque chose de très différent, mais il y a quelque chose de très différent dans la construction, dans la forme, Oui, dans la forme du livre, dans la manière dont il est présenté, mais il y a quand même beaucoup de oui, continuité. complètement. Et par exemple, il y a un mot tellement important et tellement beau, ce néologisme que vous avez inventé pour parler de To Kirsika, c'est celui de femelle, Ouais, ah qui ouais. s'écrit, je le dis pour ceux qui écoutent, F-E-2-M-E-2-L-E. Voilà. Voilà, un mélange, ouais. Que vous prononcez femelle. Vous nous en dites un mot de Famelle, ben, un ce mélange entre néologisme. femme et femelle, parce que je trouvais que To Kirsika, c'était vraiment ce mélange-là, c'est-à-dire elle était à la fois évidemment une femme, mais aussi tellement une femelle, c'est-à-dire vraiment un animal dans la nature, avec les mêmes contraintes qu'un autre animal, qu'une biche par exemple, donc craindre le prédateur, donc humain évidemment, hein, certainement pas un loup, hein. Donc dans la crainte du prédateur humain, donc elle avait ça en commun avec les biches, et elle se cachait des hommes en fait. Donc c'était une femelle, évidemment, oui, et sauvage. Il y a un lien avec Diane ou sur le fait de cette crainte des hommes. Oui, certainement il y a certainement un lien, oui, Si oui. je fais un pont avec ce que vous disiez tout Oui, à oui, l'heure, oui, j'ai oui. l'impression de voir un lien avec cette Diane entourée de ces animaux, mais qui chasse finalement les méchants. Bah, qui jette les chiens aux trousses voilà, de l'épieur, de Hmm, l'intrus, hein, hmm, et qui le fait déchiqueter hein, donc par ses propres chiens. hmm, Comment il s'appelle Actéon, c'est ça. hmm. Voilà. Donc du coup, Euh, il y a oui, quand oui, il y même a un un lien, rapport. oui, là, c'est une sorte de Diane. On peut dire aussi Il est un c'est une peu sorte tiré de par les cheveux, Diane. mais on retrouve un Oui, peu de... pourquoi pas. Oui, oui, non, mais oui, c'est pas complètement faux. Non, 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 on peut voir ça comme ça. Mais je crois que le lien à faire dans ma vie, peut-être parce que les hommes sont des figures extrêmement positives en même temps dans ma vie, j'aimerais bien qu'on le sache, hein. Je veux dire, des- je me sens plus proche des hommes que des femmes dans ma vie quotidienne. J'ai un rapport très très profond avec les hommes, donc faut pas aller s'imaginer que j'ai une détestation des hommes. Hmm. Non, mais j'ai une détestation du patriarcat que je veux absolument
pointée, et j'aimerais que les choses cessent de ce point de vue-là. Donc la domination des hommes sur les femmes est absolument insupportable pour moi, puisque voilà, j'ai fait tout ce travail sur la langue aussi pour équilibrer tout ça. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Et bon, dans la recension que j'ai écrite de cet ouvrage, je dis qu'il est à explorer dans sa forme éclatée. On en a déjà un petit peu parlé, mais quand même, c'est très important qu'on y revienne. On participe un peu à une expérience, je disais, poético-naturaliste, ethnographique. Vous étiez d'accord avec cette description? Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on peut en C'est dire tout de cette... mêlé, oui, je crois que c'est tout mêlé. C'est des éclatements, effectivement, des éclats, et je crois que vous avez tout résumé là. C'est super d'avoir vu comme ça. Oui, puis il y a des... Bon, il faut l'avoir ouvert et lu un peu pour s'en rendre compte. Il y a des textes... Il y a un texte écrit en rouge, qui est un texte un peu particulier. Il y a des... D'ailleurs, Il y je a vais en des, lire un. il y a des, il y a des mots raturés. Il y a Ouais. on sent que vous avez voulu laisser dans cette fiction, dans ce travail de fiction, trace d'un travail en cours, en fait, quelque chose qui était de l'ordre de l'expérience, et donc aussi des notes de Tout à fait. choses de cet ordre-là. Eh ben, il y a tout dedans. Effectivement, c'est multiforme, hein. Il y a de la prose, il y a des vers de prose, des vers de phrases, moi j'appelle ça des vers de phrases. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça se poursuit, puis d'un coup ça se coupe. Donc ça fait comme si vous voulez, des passages justifiés. Tout d'un coup, il y a un vers qui arrive, quoi. Donc c'est des phrases, et hop, il y a un vers qui arrive. Donc il y a ça. Mais ça, j'avais utilisé ça déjà dans Les Épines Rouges. J'aime bien ça, et même dans La Famille. J'aime beaucoup ce type d'écriture. Il y a du journal, en fait, hein, puisque la fin, Mes araignées, c'est une sorte de journal. Mais il y a des poèmes à l'intérieur du journal, c'est serti de poèmes, en fait. Donc il y a toutes sortes de formes. Il y a des illustrations, il y a des dessins. Des dessins, tout à fait. Ouais, ouais. Non, j'ai voulu un livre assez complet, mais surtout un livre vivant. Oui, comme c'est un manuscrit retrouvé, on ne sait pas trop d'ailleurs s'il est fini ou pas, finalement, puisqu'il est retrouvé. Et donc je voulais montrer toute ce travail presque à l'œuvre de la poésie. Exact, oui, travailler à l'œuvre. Et puis, c'est quand même, tout cela, c'est un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est un livre qui a vraiment valeur de mythe. Enfin, je trouve, votre texte a valeur de mythe. C'est une chose à laquelle vous avez toujours été attaché. On en a tellement parlé depuis tout à l'heure. Mais finalement, pourquoi ce recours, pas permanent, mais si fréquent au mythe? Pour moi, le mythe, c'est d'abord l'imaginaire. Voilà. C'est porté par un imaginaire. Évidemment, toute une symbolique, hein, mais je veux dire, c'est tout d'un coup, ça ouvre des perspectives. Et puis, c'est aussi l'idée d'un ancien temps, d'un temps qui serait avant toute l'industrialisation et toute, voilà, et les médias et tous les autres médias. Donc c'est un temps presque mythique, c'est une sorte d'âge d'or, en fait, de l'humanité, et aussi de la nature. Donc je crois que c'est voilà, c'est un rapport à ce qui était une sorte d'ancienneté comme ça du monde. Et il y a des mythologies qui vous parlent plus que d'autres. Il y en a beaucoup des mythologies. Oui, alors évidemment nordique, hein, voilà, la mythologie nordique, mais évidemment gréco-latine, enfin même toutes les mythologies m'intéressent toutes, hein, que ce soit dans les mythologies, j'adore par exemple toutes les histoires de fantômes, les fantômes japonais, c'est absolument génial. Alors, est-ce qu'on l'apparente à la mythologie? Je ne sais pas, mais enfin bon, en tout cas toutes les histoires qui sont écrites depuis le début presque de l'humanité, même que ce soit oral, depuis le début de l'humanité, ces histoires-là qui sont le fondement de la créativité finalement de l'être humain, de sa force de création. Mais ils avaient une fonction particulière, les mythes, c'était quand même d'expliquer l'origine du monde et des choses. Et en 2024, est-ce qu'on a donc besoin encore des mythes? C'est-à-dire qu'on a besoin encore d'explorer Oui, alors là, c'est vraiment... l'origine. Oui, c'est vrai que c'est pas tant là pour expliquer, là quand je parle de mon amour des mythes, c'est pas tant, évidemment, c'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est la capacité d'imaginer et de créer des figures dans lesquelles tout le monde peut se retrouver, et des temps mythologiques, des temps comme ça. Je peux dire tout à fait que, par exemple, la mythologie de Tolkien, voilà, c'est une mythologie, bien sûr. Voilà, celle-ci, il l'a créée de toutes pièces. Je dis, mais à partir d'autres mythologies. Donc, c'est moins pour expliquer le monde. C'est tout un monde, même. C'est tout un monde, oui, c'est tout un monde. Mais c'est moins pour expliquer le monde, que pour moi, en tout cas, qu'un retour à des sources perdues. Pour moi.
Et donc, je m'empare des mythes pour me faire rêver Hmm. et pour faire rêver les autres. C'est-à-dire que vous remarquerez dans tous mes livres, j'essaye, il n'y a pas tellement, il n'y a pas, enfin, sauf là, il y a des choses, hein, mais ou alors c'est dit, mais uniquement parce que ça vient tourmenter et perturber la poésie. Mais il y a pas, je parle pas d'internet, je parle pas de machines, je parle pas de voitures, je parle pas de. Non, je veux pas parler de ça. Je veux rêver aussi. C'est aussi, Hmm. j'écris aussi pour rêver. J'écris aussi pour me contenter à l'intérieur. C'est une manière aussi de... C'est pas archaïque pour autant, enfin, moi, il me semble. Non, bah non, puisque visiblement c'est aussi pour parler des défauts de notre monde, Oui, de ce qui est insupportable dans notre monde. oui. Mais c'est aussi une manière de s'en... C'est un échappatoire, c'est une Ben, manière aussi de le fuir je un suis peu. obligée, sinon j'en mourrais de certaine façon. Ce monde me détruit. Donc je suis bien obligée de faire ça. Et c'était pour dire à quel point le monde est destructeur, le monde dans lequel on vit, peut-être peut être destructeur pour certains d'entre nous. Ou certaines d'entre nous. Ah oui, Peut-être pas pour tout visiblement, le monde. il y en a qui Certainement sont... pas pour tout le monde. Hein. Oui. Je veux dire, sinon on serait pas, Oui, on oui. serait pas si malheureux et malheureuses. Il y en a qui se trouvent très bien dans le monde Ah dans ben, lequel moi ils je vivent. pense qu'ils sont tout à fait à l'aise, hein, comme des poissons dans l'eau, quoi. Bien. Et pourtant, on a de quoi être très inquiet. Et je le disais, toute cette dimension autour de la nature, qui est aussi votre grand centre d'intérêt poétique. J'évoquais l'éco-poétique, mais je le redis, cette éco-poétique qui distingue les expériences d'écriture qui sont faites souvent par les auteurs directement sur le terrain, en extérieur, de celles qui sont réalisées par un mécanisme de retranscription et d'imagination à la table de travail, en intérieur. Je faisais ce rappel déjà lors de mon entretien avec la poète Béatrice Paillet. Oui. Comment vous vous situez par rapport à ces expériences? Comment les jugez-vous? Je sais que dans votre recueil, vous évoquez la maison atelier, par exemple. Ouais. Donc il y a quand même une part de création intérieure. Mais je sais aussi que dans votre propre existence, vous avez vécu, et vous vivez peut-être encore, des expériences d'immersion dans la nature, dans la solitude. En fait, je dirais que c'est ça la première des forces. Pour moi, c'est ça, c'est in situ. J'écris in situ. J'ai un carnet avec moi et puis j'écris dans la nature. Voilà, ce que j'appelle des assiettes. Mais je vous lirai un petit passage. Mes assiettes ou mes stations, c'est donc je pose mon cul quelque part, je me fonds dans la nature, je suis aux aguets et je fais rien d'autre que d'écouter et d'écrire en même temps. C'est des notes, c'est complètement presque dactylo, quoi. Je veux dire, hop, tac, tac. C'est pour ça que pour moi, très vite, notamment dans un livre que j'aime beaucoup, et j'espère qu'il sera réédité un jour, La chambre sous le saule, il y a vraiment l'idée que de direct, on écrit en direct presque, on est en prise directe avec la nature, avec l'extérieur, et je deviens, je vous dis, la dactylo, quoi, de la nature presque. C'est-à-dire que concrètement, si on voulait essayer de bien comprendre cette pratique en direct, vous avez une attention particulière à quelque chose qui se manifeste dans la nature et que vous notez immédiatement. Alors, je cherche un coin. Voilà, je cherche un coin, donc je marche, je cherche un coin, je trouve un coin le plus secret possible. Je m'enfonce comme ça. Je reste complètement immobile. Je peux rester 4 heures comme ça. C'est pas un problème, quoi. Et puis. C'est pas un problème pour vous, mais Non, ça non. le serait pour beaucoup de gens. Ah oui, oui, oui. Ah, bah, je Donc peux c'est rester quand même même- plus que ça. Hein. D'accord. Je bouge pas, quoi. Je suis immobile. Je pourrais être photographe animalier, il n'y a pas de problème. Oui, oui, c'est un peu de cet Oui, ordre-là. et puis alors j'y vais toujours généralement à la fin du jour. Parce que là, il se passe des choses, on entend des choses, je vais dans la forêt. Alors, j'ai toute une partie de l'année où je vais faire ça à la mer, et une autre partie de l'année où je vais dans la forêt, mais les chasseurs, on complique de plus en plus les choses. Mais alors cette immobilité dans la nature pendant parfois plusieurs heures, Oui, elle a pour objectif de se fondre en quelque sorte, c'est-à-dire de ne Complètement. pas apparaître presque dans la non, nature, pas apparaître le moins possible. disparaître presque Disparaître. le plus possible. Être un autre animal, hein, et puis pas déranger, mais surtout pas déranger, et puis être là et être complètement éveillé, et en même temps, il se peut aussi, parfois je lis, j'ai avec moi de la poésie, j'ai avec moi des choses aussi, parce que ça me nourrit, j'ai besoin de cette En même nourriture. temps Oui, en même temps, oui. de l'attention que vous avez Oui. à ce qui vous Oui, entoure. en tout. En fait, c'est vraiment une immersion. C'est incroyablement... Et qu'est-ce qui peut par c'est exemple un bonheur inouï. qu'est-ce qui peut attirer votre attention soudainement? Eh bien, tout, absolument tout peut faire poésie. Tout. Le lait comme le beau, des épines sous les fesses, ou je ne sais pas, ou un renard qui passe, évidemment, quand j'ai de la chance, un oiseau, une chouette que j'entends, un feuillage, le paysage, absolument tout peut faire sens. C'est souvent auditif ou visuel? Tout.
tout. tous les sens sont requis. Et puis, il y a surtout il y a ce que j'appelle l'instase. Hein. Donc, ça, c'est apparu dans la famille. Et c'est une sorte. Alors, c'est une extase, mais que j'ai retourné comme ça, encore plus intérieure, on va dire, qui ne se voit pas, donc qui n'est pas l'extase de Sainte Thérèse, mais qui est vraiment une extase intérieure, où il y a une jouissance prodigieuse à simplement être, donc exister. Mais on est vraiment au-delà d'être un humain ou quoi, on s'en fout d'être une femme, un homme, un être humain, on s'en moque, c'est juste une sensation, mais qui est à la fois intellectuelle, qui n'est pas uniquement physique. Mm. Je veux dire, Est-ce que Et l'écriture, ce serait ça. ce terme d'extase que Ouais. vous évoquez, Instase. instase, Oui, pardon, oui, instase, ouais. euh, instase, ça renvoie à ce que certains auteurs d'autres générations appelaient comme moment de grâce, quand Oui. ils étaient dans la nature et Oui, oui, qu'ils... c'est très gracieux. On pensait à Jacotet, que j'aime Oui, beaucoup. je pensais à Jacques Oui, en oui, particulier bien quand sûr. on parle de... C'est très, oui, voilà, c'est des grâces. Je pense que il y a aussi Quignard qui en parle. J'avais recensé, voilà, je vais pas, mais tous les mots qui pouvaient être, qui pouvaient s'apparenter à ce ressenti Mm. de l'instase. Et j'en ai répertorié certains, effectivement, chez beaucoup de poètes. Oui, oui, Néanmoins, même si vous disparaissez dans cette nature, vous avez, vous avez quand même cette comment dire, impression d'être dans une forme de réciprocité avec elle. Vous disparaissez pas complètement, du coup. Alors non, quand je dis disparition, c'est pas une vraie disparition, mais simplement il y a tout d'un coup des vases communicants. C'est-à-dire Mm. que je deviens vraiment poreuse, mais déjà je le suis, mais là il y a vraiment une circulation, je veux dire, du vivant, et c'est tous les vivants, et moi je suis évidemment une vivante, et je voilà. Mais il y a aussi toujours, j'ai à l'esprit toujours que je suis un être humain, malgré tout finalement, quand je disais que j'en avais pas conscience, si, parce que les animaux me font comprendre que je suis un être humain, et que je suis une intruse, malgré tout. Mm. Donc je reste une intruse. À des moments, c'est un peu gracieux parce que l'animal ne m'a pas senti, ne m'a pas vu. Et ça, vous le regrettez, le fait de... Oui, bah, vous- bien sûr. Vous Pour avez vous, cette c'est un grande défaut, barrière, oui. bah, cette grande barrière dont parle Giono. Hein, voilà, Mm. je sais plus, j'en parle aussi dans un autre livre, cette grande barrière entre l'animal et l'homme. Mm. Et malheureusement, Mais elle est là. on pourrait vous dire, là c'est une réflexion qui me vient spontanément, mais que si vous n'étiez pas justement parmi les humains, vous ne pourriez pas, et, du coup, prendre note de cela. Et... Peut-être que je prendrais un autre différemment. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'animal ne jouit pas d'être en vie. En fait, c'est ça. Il peut être poète comme Et- vous l'êtes dans la nature. Oui, je crois que Mm. le chevreuil, il y a des tas d'images qui témoignent de sa joie pure d'être en vie. Quand Mm. il peut jouer tout seul dans le pré, il a une flaque d'eau, il peut jouer dedans. Enfin, il y a vraiment la jouissance, elle n'est pas du tout que humaine, elle est bien sûr très animale aussi. Et premièrement, peut-être animale, c'est cette joie simplement d'être en vie. Et je me dis que le chevreuil, il écrit son poème à sa façon. Peut-être que. Alors oui, il y a ce côté très réflexif, effectivement, chez moi, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, après, de la jouissance du chevreuil Je ne sais pas. Mm. Je crois qu'on ne sait encore pas grand-chose sur les animaux, Mm. qu'on est en train d'apprendre des choses, et on s'apercevra dans quelques temps que tous les crimes qu'on a commis sur les animaux étaient des crimes majeurs, en fait. Mm. Voilà. Mais ça va venir, hein, ça va venir. C'est en train. Et la jouissance de prendre note sur un carnet ou sur une feuille de ce que vous ressentez comme moment de joie, elle est équivalente. Lorsque vous relisez ensuite vos notes, vous ressentez aussi une joie de ce que vous avez pu écrire et noter qui est Alors, aussi importante que cette joie vécue. elle peut l'être, elle peut l'être. Il y a beaucoup de déchets. Hein. On disait que du déchet quasiment, mais enfin tout d'un coup il y a des trucs. Ouais, il y a des Parce trucs. qu'après, on va Et c'est l'écrire, gracieux, on va ça. le publier, C'est on va le gracieux, ça. communiquer. Donc, Oui, mais il y a aussi simplement la joie aussi d'écrire, Mm. qui est une excitation. J'en ai parlé. Je crois qu'il y a peut-être ça dans les poèmes paniques, et une excitation qui est presque, qui est extrêmement physique. Je veux dire vraiment. Et quand ça marche, donc je parlais de coïncidence. Et je sais plus, il y a un mot que j'employais, tout d'un coup il y a une coïncidence entre le réel Mm. et la langue. Hein. Je veux dire que c'est quand même fou parce que le réel c'est en dehors de nous, je veux dire, et tout d'un coup, c'est une construction la langue en même temps. Tout d'un coup il y a une coïncidence, c'est-à-dire, je dis à un moment donné, il y a des lieux, je passe dans certains lieux et je le reconnais, c'est-à-dire que je l'ai écrit, je reconnais ce lieu, mais en tant que réel, mais passé par la langue, je sais pas comment expliquer. Mm. Je reconnais ce lieu, quoi. Et donc ça veut dire qu'il existe vraiment, mais presque en dehors de moi, en fait. Si on le lit, on va reconnaître ce lieu. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Donc votre objectif, c'est quand même aussi de transmettre.
quand vous écrivez, à un lecteur ce ressenti, ce qui vous est passé à travers vous quand vous étiez dans cette expérience de la nature? Alors, peut-être c'est venu un peu après. J'ai l'impression que le regard de l'autre, il est devenu plus important un peu par la suite. Au début, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose de très... Personnel, ouais, vie. de très comme ça. Et peut-être que peut-être que l'autre est intervenu plus vivement, j'ai l'impression, et pas forcément positivement d'ailleurs en fait. Ce regard de l'autre, euh, il faut que je m'en détache plus. Parce que du coup, Mais ça pourtant, peut me ce serait troubler. pas, j'allais dire, prometteur et de communiquer cette joie d'être dans la nature que peut-être beaucoup de gens ignorent encore, tout Si, si, simplement et en même aujourd'hui. temps, vous savez, moi je suis pleine de contradictions. Donc vous avez raison parce que je réfléchis en même temps que vous me parlez là. Et oui, en même temps, il y avait cette joie de dire ce qui se passait. Est-ce que c'est pas l'enjeu d'aujourd'hui Si, de dire de l'écriture, si. Je pouvais oui, garder cette joie pour moi après tout. Je n'étais pas obligée de mm, l'écrire. mm, Et pourquoi je l'ai écrite? C'est parce que j'avais besoin probablement de la mettre en mots et de en mm. faire quelque chose de réel aussi pour l'autre, en fait. Est-ce Si, que vous avez vous raison. retravaillez ces textes-là ensuite quand vous revenez à votre table de travail, ou est-ce que vous préférez le garder tel qu'il a été Ah non, non, c'est écrit un sur le terrain? travail énorme après. C'est Mm. énormément, je retravaille énormément. Ah, vraiment 1000 fois, 50 000 fois, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, ailleurs, il y a des choses comme ça un peu miraculeuses qui arrivent et on se dit, bon là, c'est super, on laisse. Mais la plupart du temps, je retravaille beaucoup. Mm. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce travail de retravailler. C'est vraiment, en fait, je viens chercher du matériau. Et vous ne craignez pas de, comme disait Jacques Côté, un peu quand il parlait de son expérience d'écriture, lui n'aimait pas trop réécrire ses textes, Mm. il avait peur d'abîmer un peu de Ouais, ce qui était apparu comme ça, dans un instant de grâce, vous diriez dans ce moment d'instase. d'instase. Alors je vous dis, il y a des moments où il n'y a pas besoin de retravailler, effectivement, mais la plupart du temps, moi, parce que c'est du matériau que je remonte surtout. Avant peut-être, avant l'ordinateur, enfin je veux dire ordinateur, c'est pas c'est comme si j'avais vécu avant. Vous voyez. Non mais je veux dire, ordinateur maintenant, moi j'écris maintenant, il y a le carnet, Mm, mais donc du matériau que j'ai remonté, et ensuite tout le travail que je fais de réécriture se fait sur ordinateur. mm, Mais avant, c'est vrai que ça passait, l'ordinateur était vraiment presque une correction, on mm, va dire, et que tout le travail se faisait sur carnet. Et mm. ça a changé Ah pour bah, moi. c'est toute la problématique des manuscrits, hein, du fait de raturer, de garder ce qu'on avait enlevé, etc. C'est ça. Ça, c'est un grand, grand sujet, la question des... Donc j'ai quand même 70 carnets et je compte Mm, même pas ceux du début, je ah, les gardais pas au début. mm, C'est bête en fait, parce que je me suis dit c'est important de les garder. Donc j'ai 70 à peu près aujourd'hui. mm. Ouais. Ça dit, Ouais. en fait, tout le travail Et toujours les d'écriture, mêmes. Hein. ça justifie Toujours, ouais. la fierté aussi qu'on Voilà. a de... Voilà. Donc là, on a un beau carnet Rhodia Ah non, blanc, 67. c'est le 60, qui est marqué voilà, au feutre, Ouais, feutre toujours. noir, indélébile 67. C'est ça. D'accord, C'est les carnets Rhodia. très bien. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas fait pour les auditeurs qui écouteront cet entretien, c'est quand même de leur permettre d'écouter des textes, un texte. Ceux pour lesquels justement vous travaillez tant, vous réécrivez, vous laissez aussi un peu de cette trace du travail justement. Moi j'ai beaucoup entendu ça, hein. C'est un travail incessant, c'est un travail énorme, c'est un travail... Ouais. Et donc, j'aimerais qu'on entende, je vous ai demandé, je le dis volontairement, qu'il n'y ait pas de cachotterie entre... Je vous ai demandé de choisir librement un Oui, texte que vous aimeriez oui. lire pour cet entretien, je le fais régulièrement. Alors, bah, Avec c'est à grand vous. plaisir, d'autant que ce texte-là fait partie donc de cette partie, on va dire, journal, un petit peu de Tokirsika, qui est écrit en rouge, En rouge, oui. et qui s'appelle Mes araignées. Il y a des photos aussi qui agrémentent. Et il est, je trouve, spécialement... il montre spécialement mon rapport de Tokirsika à la nature et comment elle perçoit les intrusions et les dommages. Mes assiettes, le pied d'un arbre ou d'un rocher souvent. Chacune ne vaut que pour l'heure, sauf la fois où j'ai désiré conserver le moule d'une si parfaite assiette. Longtemps j'ai eu à l'esprit cette assiette à moi toute faite sur les hauteurs. Celle de la serre au renard, lorsque le feuillage viendra, j'y serai feuillage aussi. Les sommaires, les luxueuses, rehaussées d'un coussin, oreiller de camping. Celle du séquoia à même les aiguilles dans l'ombre épaisse et rouge. J'y tiens tassé sur ma colonne. Une proie facile, l'arbre. Il n'y a aucun risque à tourmenter un arbre. On peut lui faire ce qu'on veut.
Les coupeurs de bois ultra-mécanisés à la solde de grosses entreprises d'État ou privées disent, avec votre idée simple et romantique de la forêt, seulement gâchis, abus, mensonges. Alors je les emmerde, je bombe, je change la couleur des marquages, j'écris par-dessus le blabla des panneaux pédagogiques. Les ornières se remplissent d'eau, les branches et les souches à demi soulevées restent sur place. Les anciens chemins de cloisonnement ne cicatrisent pas. Entre couché et debout, l'arbre n'a pas le choix. C'est pas comme s'il avait le choix. Moteur, m'entends-tu dans le brom 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 où tu restes? Éteins-toi, crève, tu crèveras d'un cri de pique noir en plein cœur. Ils m'ont cassé mes œufs. Les roses ne s'ouvriront pas non plus. Certaines années ne donnent rien, sont stériles. Ces salauds m'ont lancé des pierres alors que je couvais, avec quelle précaution, dans la chaleur montante. Mes boutons de rose tous brûlés par les poussières du chantier, aux sépales déjà bien écartés, des rouges à première vue. Où trouver un deuxième souffle? 5 gros œufs près d'éclore. Puisque je n'ai pour moi ni la force, ni la vitesse, ni aucun de ces dons, mimétisme, électrocution, intimidation, sécrétion de substances, ruse à part. Depuis que je vis dans la forêt, je ne pense qu'à ça. Le mal de la menthe se méfie. L'ours, non. L'ours craint l'ours. Tu as peur qu'il fasse des choses antisociales. C'est d'être témoin de sa liberté qui te fait peur. Un individu dans la forêt, quand il croit qu'il est seul, tu te passes la main sur le visage, sur la joue mal rasée d'un geste viril pour chasser la fatigue et l'appréhension. Tu préfères rentrer plutôt que d'assister à ça. Des grains de maïs, faut-il qu'il les ait apportés avec lui, sortis d'un sac et semés comme pour les poules? Quand est-ce qu'ils s'absentent? Ils reviendront, compte là-dessus. Il faut que ça passe par la force, comme pour les filles. Je m'enfonce avec les renards dans la forêt grise écaillée. Les coups de fusil et les scies m'arrivent en écho. Tire-toi une balle, je crache par-dessus mon épaule. Coupe-toi le pied, les deux. Merci Sophie Loiseau pour cet extrait que je trouve au fond très en rapport avec tout ce qu'on en a dit et avec ce qui a peut-être motivé le fait d'écrire depuis tant d'années, ce qui apparaît très flagrant, je pense. Enfin, c'est flagrant là. C'est la colère. Il y a toujours Ouais, je cette crois que c'est colère ça. Je crois qu'elle permanente. est au début. Elle est adolescente. Adolescente, cette colère. Et puis ce refus de l'injustice Absolument, absolument. vis-à-vis d'être vivant, parce que là, Oui. il y a les arbres, il y a les femmes, on pourrait nommer comme ça toutes sortes d'êtres vivants qui sont en danger d'être aussi fragiles, en fait. Tout à fait. Sans défense, vous le disiez. Sans défense. Pas les arbres. Mais je voulais vous raconter, je ne sais pas si je peux raconter une Bien anecdote. Bien sûr. 2 petites anecdotes très brèves de mon enfance. Je ne sais pas, j'avais 8-10 ans, on va dire. La première, c'est à Arnouville, toujours la maison de mon grand-père, où il y avait un chasseur, on ne sait pas pourquoi, il passait toujours à Noël donner un faisan à mon grand-père, qui n'était pas chasseur et qui était un peu embêté avec ça. Il arrivait et hop, il mettait le faisan tout saignant sur la table de la cuisine. Ah et oui. moi, quand il arrivait, je hurlais, je me mettais à la cave. Voilà, donc j'étais extrêmement fâchée. La deuxième anecdote, pareil, je devais avoir à peu près dans les mêmes âges avec ma sœur, on faisait de la balançoire, et il y avait des chasseurs qui longeaient le grillage, et ils poursuivaient des lièvres, et je me rappelle, avec ma sœur sur mes talons, qui avait 3 ans et demi de moins que moi, et j'étais en train de crier après eux en leur disant « Vous êtes méchants, partez, on veut pas de vous » et tout ça. Donc déjà, il y avait ça, quoi. Et c'est vrai que, alors vous évoquez l'exemple du lièvre, du faisan, mais il y a une figure quand même très importante dans le monde vivant et dans les causes qui vous touchent particulièrement, c'est le loup. Ouais, le loup. On n'en a pas beaucoup parlé. Le Pourtant, loup et le renard. vous lui avez consacré... Les loups, hein, c'est Ouais. l'intitulé d'un Oui. de vos ouvrages paru chez José Corti en 2019. Et on devine quand même pourquoi cet attachement à la défense du loup. D'ailleurs, je voulais vous citer ceci, qui est donc un exergue des poèmes paniques. Pardon. Oui. Et là, pour parler des loups, justement, où il est marqué... Je dédie ce livre, et comme en éco-panique, aux loups dont le statut d'espèce protégée est menacé. Voilà, c'était très important pour moi, aujourd'hui où il y a eu
protection du loup pendant un certain temps. Et aujourd'hui, toute l'Europe s'entend donc à vouloir à nouveau le tirer. Et donc, il semblerait qu'il devienne espèce protégée et non plus strictement protégée, ce qui, évidemment, le rend extrêmement vulnérable. Voilà. Et donc, les loups, pour moi, c'était juste cette histoire des loups. C'était pas seulement parler des loups, mais les loups devenaient emblématiques. Voilà. C'était l'emblème du sauvage. Et donc, à travers les loups, et c'était la défense du féminin, évidemment, et de tous les autres animaux. Donc, le loup pouvait tout à fait être assimilé à un cerf, à n'importe quel autre animal, à un faisan. C'était le sauvage que je voulais défendre à travers ce livre des loups, où je mettais entre crochets toutes les choses dégueulasses, toutes les saloperies humaines, je les mettais entre crochets, et après, avec tout un système comme ça, j'essaie de purifier à la sauge. Donc j'expliquais, donc il y a des listes de dégueulasseries humaines, et la sauge venait à chaque fois, comment dirais-je, épurer, purifier complètement ces entrecrochets. Je me suis beaucoup attelée à ce dispositif que j'ai essayé de réaliser sur scène à l'occasion d'une lecture. Et c'était pas facile parce que il y avait de l'encens, mais ça s'éteignait. Enfin bon, c'était important pour moi de lister aussi toutes les choses atroces commises par les êtres humains. Vis-à-vis de des animaux, des femmes, de tout en fait, de la nature, je veux dire, des arbres, enfin de tout quoi. Merci beaucoup Sophie Loiseau pour cet entretien très, très sensible, Merci. Très naturel et très intéressant. Merci à vous. Mais merci David de ce partage, j'en suis très heureuse.